Donc, c'est moi qui aura le plaisir, la tâche d'animer la rencontre de ce soir, de s'assurer que tout se passe bien, que tout le monde a la chance de s'exprimer. Donc, je suis accompagnée là, de ma collègue Alexandra Mauger, qui est aussi de l'interaction citoyenne, là, qui s'occupera de la régie puis d'animer des sous-groupes. Donc, avant d'aller plus loin, là, je vous mentionne que la séance de ce soir est enregistrée. Donc, oui, à des fins de rédaction du compte-rendu, mais les moments où on sera tous et toutes ensemble en plénière, comme en ce moment, là, seront rediffusés sur la page du projet, là où vous êtes allés pour vous inscrire. Donc, vous allez pouvoir revisionner l'enregistrement ou le partager à des personnes qui n'auront pas pu être là ce soir. Puis, vous pourrez aussi y trouver là, le compte-rendu de l'atelier de ce soir lorsqu'il sera disponible. Donc, vous pourrez visiter la page là, pour voir aussi l'évolution du projet. Donc, les objectifs de la consultation publique de l'atelier d'échange de ce soir, je vous les présente un peu plus tard. Je souligne là, que le 963 Mangui est dans le district de M. David Weiser, qui est conseiller municipal du district du Plateau et aussi membre du comité exécutif. Donc, M. Weiser, là, je vous laisse adresser une salutation au public. Merci, Louise. Bonsoir tout le monde. Je tiens juste à préciser, c'est pas mon district, c'est votre district. Moi, je suis simplement l'élu qui vous représente. Donc, merci d'être ici en si grand nombre pour cet atelier d'échange. C'est important pour nous, comme vous savez, d'être à l'écoute. C'est un projet qui est proposé et nous, on pensait que ça valait la peine de le présenter. Il n'y a aucune décision qui a été prise encore. On veut vraiment être à l'écoute. On veut vous entendre sur le projet. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous en remercie encore parce que c'est avec vous ensemble qu'on va continuer à construire cette ville. Alors, bonne soirée. Merci, Monsieur Weiser. Donc, ce soir, nous sommes en atelier d'échange. J'explique la différence peut-être avec la consultation publique là, pour faire la distinction des objectifs différents des deux. Dans le fond, en atelier d'échange, comme le nom l'indique, l'objectif, c'est d'échanger. Donc, vous avez la chance de pouvoir échanger avec les promoteurs du projet, d'échanger aussi avec les professionnels de la ville que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions et mettre des commentaires. Puis tout ça, en restant, on va pouvoir parler du contexte du projet, alors qu'en consultation publique, on reste où on est, la discussion porte plutôt sur les modifications réglementaires. Donc, on est plus dans le réglementaire. En atelier d'échange, on peut parler, oui, des modifications réglementaires, mais on peut aussi parler du projet puis discuter avec le promoteur. Après un atelier d'échange qui est en amont de toutes les demandes de modifications réglementaires. Donc, en ce moment, il n'y a pas de modifications réglementaires de demandes de modifications réglementaires qui sont déposées. Donc, à l'issue de l'atelier d'échange, trois choses peuvent arriver. Donc, la première des choses, c'est que le projet va de l'avant tel que présenté ce soir. La deuxième chose, c'est que le projet va de l'avant, mais dans une version modifiée suite aux commentaires de l'atelier d'échange. Puis la troisième des choses, c'est que le projet ne va pas de l'avant. Donc, ces trois choses-là peuvent arriver. Vous allez pouvoir poser vos questions et puis émettre vos commentaires qui seront notés, pris en compte, mis dans un rapport et partagés là, aux professionnels de la ville puis aux élus aux élus. Donc, quand on fait des démarches de participation publique comme ce soir, on s'assure que toutes les personnes qui peuvent se sentir concernées, donc puissent être là. Donc, on a distribué des invitations en porte-à-porte là, dans un secteur qui entoure le projet. Donc, on en a distribué un peu plus de 300. On met aussi la page web où vous êtes inscrit, on la met en ligne. Puis, on invite les gens du conseil de quartier de Saint-Louis. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient ici ce soir. Je les salue. Puis, on écrit à leur liste de diffusion, donc des gens qui sont abonnés à une liste de diffusion. Donc, on invite tous ces gens-là, mais évidemment, même les gens qui n'habitent pas dans les zones qui touchent au projet sont invités si ils et elles se sentent concernés. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter les personnes ressources de la ville. Donc, avec nous ce soir, on a Marie-Claude Bergeron, qui est conseillère en urbanisme à la gestion du territoire. Donc, Bonsoir tout bonsoir. le monde. On est accompagné également de Sadana Carrier-Donez, qui est conseiller en développement économique. Bonsoir, Sadana. Bonsoir. On a avec nous Guillaume Reyl, qui est technicien à la circulation et au transport. Bonsoir tout le monde. Je vous ai déjà présenté ma collègue Alexandra Mauger de l'interaction citoyenne. Donc, ça, c'est pour l'équipe ville. Je vous ai présenté M. Weiser. Puis, est-ce qu'on a d'autres personnes élues? Je ne crois pas. Du côté du promoteur, donc, avec nous, on a Benoît Raymond, qui est président chez Acero. Bonsoir. Bonsoir.
accompagnée de Sabrina Aubé, directrice de développement de projets immobiliers chez Acero également. Bonsoir. Du côté de chez CCM2, les deux architectes et architectes associés, donc François Robitaille et Maude Chouinard. Bonsoir. 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 Donc, j'ai souligné aussi la présence là, de certains membres du conseil de quartier de Saint-Louis. Donc, pour ce qui est du déroulement de la séance de ce soir, donc on aura, là, c'est les représentants du promoteur qui prendront la parole en premier pour présenter leur projet, vous soumettre une version du projet. Puis ensuite, Marc-Claude Bergeron va vous présenter le contexte réglementaire puis les modifications qui seraient requises si le projet allait de l'avant tel que présenté ce soir. Ensuite, après tout ça, on aura une période de questions de clarification en lien avec les présentations pour être certain que tout le monde ait bien compris puis que tout soit clair avant d'être séparés en ateliers d'échange, en sous-groupes. Donc, je vais vous envoyer dans des salles virtuelles, puis vous allez pouvoir discuter du projet, puis on va revenir tous et toutes ensemble après pour partager les faits saillants de vos sous-groupes. Mais je vais tout redonner ces consignes-là en beaucoup plus clair quand on sera rendu à la période de l'atelier d'échange proprement dit. J'ai vu quelques petites fonctionnalités Zoom avant qu'on commence. Donc, vous avez en bas à gauche les fonctions pour désactiver ou activer votre son, puis arrêter votre vidéo. Donc, ceux et celles là, qui le veulent à ce stade-ci, vous pouvez garder votre caméra fermée pour qu'on puisse économiser de la bande passante, puis peut-être avoir une meilleure qualité dans le vidéo et les présentations. Vous pourrez les rallumer en atelier d'échange. J'ai remarqué aussi qu'il y avait une personne ou deux par téléphone. Donc, si les gens par téléphone veulent lever la main, c'est étoile 9. Et puis, pour ouvrir le micro, c'est par la suite étoile 6. Donc, pour les autres personnes, là, c'est en bas à gauche de votre écran. Normalement, vous avez un petit bouton pour activer, désactiver le son. Puis, dans le petit bonhomme souriant, vous avez les réactions et vous pouvez lever la main. Mais vous pouvez toujours écrire dans le chat si vous avez du mal, quelqu'un pourra vous aider. Donc, est-ce que le déroulement et les objectifs sont clairs pour tout le monde? Parfait. Donc, si ça va à tout le monde, je vais arrêter de parler, puis je vais vous laisser là, avec les promoteurs du projet. Là, je pense que c'est ça que vous avez hâte de voir. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Donc, du côté Benoît, si vous voulez partager votre écran. Oui. Est-ce que vous voyez bien notre écran? D'abord, j'ai pas mis encore. Juste quitter la. Ouais, pour tout de suite, on ne le voit pas. Non, c'est ça. Je vais la mettre. Share screen. Faut aller share ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit très bien. Vous pouvez également là, partager votre caméra si vous arrivez à le faire. Voilà. Est-ce que vous nous voyez? Oui, mais pas l'image, votre image, c'est juste la présentation. Mais allez-y avec la présentation, là, on va vous suivre quand même. Bon, excellent. Alors, bonsoir tout le monde. Merci, Mme Godreau. C'est très apprécié l'introduction. Alors, on est très content de vous présenter, dans le fond, le projet Le Saint-Denis. C'est un concept qu'on vous présente ce soir, là, sur lequel on a travaillé dans les derniers mois avec les architectes là, de chez CCM2. Étant moi-même ayant grandi à Saint-Denis, je suis très motivé à essayer de développer, dans le fond, le 963 Mainguy, l'ancienne épicerie métro. Je suis allé souvent dans ma jeunesse, alors je connais très, très bien le secteur, puis je suis très content de vous proposer ce soir un projet là, sur lequel on travaille depuis quelques mois. Alors, la mise en contexte, évidemment, c'est un site qui est abandonné depuis quand même beaucoup d'années, qui malheureusement, là, dans le fond, a été inutilisé et demeuré, disons, vacant depuis plusieurs années.
Évidemment, de notre côté, on veut essayer de développer un projet où il y a des logements abordables. On entend parler dans les médias tous les jours, évidemment, puis on le connaît très bien. Nous-mêmes, on est des développeurs immobiliers. On a fait plusieurs projets, puis dans le contexte actuel, il y a besoin de logements dans toute la ville de Québec, partout. Dans ce contexte-là aussi, on a besoin de logements abordables. Et on a voulu préparer un projet et conceptualiser un projet qui répond à des normes d'abordabilité. Ensuite, on a aussi voulu faire quelque chose de différent. On est dans un secteur où tous les axes de transport en commun sont assez importants et on voulait travailler sur la mobilité dans le fond du projet, puis s'inscrire aussi dans tout le développement durable, autant pour la mobilité des résidents qui vont y être, mais aussi pour le concept du projet qu'on va vous présenter ce soir. La localisation, bien, j'imagine que vous êtes des gens qui connaissaient bien l'endroit, mais juste pour faire un petit rappel, on est en parallèle de la route de l'Église. Un endroit où il y a évidemment des autobus, pistes cyclables, beaucoup de services, marchés publics, des écoles, le parc Laurent-Baudin qui est à quelques pas à pied, la bibliothèque, les centres commerciaux, etc. Fait qu'on est dans un site où il serait intéressant d'avoir un concept ou un projet immobilier qui va venir répondre encore à des besoins de la population qui est toujours en demande, évidemment, pour le secteur de Sainte-Foy. Ce qu'on propose en bref, c'est vraiment en bref, là, actuellement, c'est 79 unités. C'est des maisons de ville qui sont des logements qui sont pour les familles, qui se retrouvent au rez-de-chaussée du bâtiment. Des unités une chambre, puis des unités aussi 2 chambres là, qui composent l'immeuble. L'immeuble qu'on vous présente ce soir, c'est un immeuble de 8 étages. Puis, on a dans l'immeuble 3 zones, dans le fond, de partage là, pour les résidents. Un gym, un lounge, dans le fond, que les gens vont pouvoir aller socialiser ensemble. Puis, une particularité de notre projet, c'est qu'on met de l'avant le premier projet qu'on voit beaucoup dans les pays scandinaves où on a des zones de vélo, c'est-à-dire que dans la hall d'entrée, on veut favoriser, dans le fond, l'utilisation du vélo avec un espace puis un atelier directement accessible à partir du rez-de-chaussée pour les vélos. On a, dans notre passé, fait des projets dans Limoilou, puis on s'est aperçu que notre clientèle était beaucoup plus active avec le vélo. Mais au lieu de mettre les vélos dans des souterrains de bâtiments ou des choses comme ça, dans le projet qu'on a conceptualisé ce soir, puis qu'on vous présente, on a favorisé l'accès aux bâtiments, puis aussi tous les services là, en lien avec la mobilité des vélos, puis les gens qui vont vouloir utiliser ce moyen de transport. Un petit rappel un petit peu là, du site et où on présente dans le fond le projet. On voit évidemment là, les volumes actuels du secteur. On voit très bien là, dans le fond les immeubles qui ont été bâtis sur la route de l'Église dans les dernières années. On voit bien le sommet 3V, le quartier QG, le Gabriel qui est notre voisin dans le fond en perpendiculaire. Ensuite de ça, le Flow qui est actuellement en construction. Puis on voit bien aussi là, le 925 Mainguy, là, qui est l'édifice qui est sur la rue Mainguy, là, presque voisin dans le fond du site. Fait que le volume, on a voulu le détacher en 2 morceaux. Puis vous allez voir là, sur les prochaines images. Dans le fond, ce qu'on a voulu, ce qu'on présente, en fait, c'est un volume qui va permettre, dans le fond, de dégager les zones à l'arrière. Puis les zones qu'on retrouve au sud, là, où on voit les bâtiments sur la rue Mainguy. Ici, sur le volume, là, je reviens à cet aspect-là. Ce qu'on présente, c'est un volume à 8 étages. Ce qu'on a voulu faire, c'est suivre un petit peu les indications, dans le fond, du PPU de la ville de Sainte-Foy. Ben, en fait, pas de la ville de Sainte-Foy, c'est la ville de Québec maintenant. Dans le fond, passé et d'avoir une gradation au niveau des hauteurs des immeubles quand on part de la route de l'Église puis qu'on s'en va vers l'est, c'est-à-dire là, vers l'intérieur, si on veut, de la route de l'Église, là, qui s'en va vers le quartier Saint-Denis là, et le parc.
Alors, on voit l'angle là, des zonages qui sont actuellement en place, là, qui sont à 16 mètres là, pour ces secteurs-là. Alors, sur la vue du haut, on voit, dans le fond de la rue Pouliot, on voit le projet qu'on présente, puis ensuite, on voit aussi les immeubles là, qui ont été construits récemment et aussi les zonages qui sont en place. Là, il y a des zonages qui sont disponibles là, sur le terrain qui était voisin à nous, où actuellement, c'est un stationnement. C'est un zonage qui permet, dans le fond, d'ériger un bâtiment à 30 mètres. Puis, ce qu'on propose, dans le fond, comme projet, c'est un projet à 24 mètres et non 30 mètres, là, qui est le terrain voisin. En ce qui concerne la partie là, de l'ensoleillement, c'est un projet, dans le fond, qui est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est rare, là, souvent, quand on propose une hauteur, de ne pas vraiment faire d'ombrage aux résidents qui sont déjà là actuellement. Le projet, il est dans un axe où il y a dans le fond, on est situé sur un axe nord-sud qui, au sud, les gens n'ont pas d'impact parce qu'on ne les touche pas là, sur l'ensoleillement. Fait que vous voyez sur le schéma l'ensoleillement qui part de l'est, le lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Fait que c'est un projet qui n'a pas vraiment d'impact. Puis vous voyez sur le côté là, l'équinoxe de chacune des heures, des ombres qui pourraient être faites, dans le fond, sur les bâtiments avoisinants. On voit que, dans le fond, l'impact actuellement peut se produire, dans le fond, sur le stationnement qui est l'autre côté du projet, sur lequel actuellement, il n'y a rien, mais seulement un stationnement. Puis, un petit peu, là, on voit là, la finalité là, vers 15 heures. On voit de l'ombrage un petit peu sur le bâtiment du Gabriel. Alors, pour les résidents du secteur, l'impact d'ensoleillement est très, très minimalisé. Notre concept d'implantation, je vous le partage. Dans le fond, les éléments qui étaient importants pour nous, puis pour tous les intervenants avec qui on a travaillé, autant à la ville qu'avec les architectes, c'est essayer de préserver le maximum d'arbres. Fait qu'on a pris toutes les mesures pour préserver, dans le fond, les deux grands arbres matures qu'il y a sur la rue Gabriel-Prévost au coin Pouliot, puis celui qui est complètement sur Pouliot, là, qui est un arbre majestueux. Donc, le bâtiment, au niveau de l'implantation, permet, dans le fond, des dégagements pour l'implantation du bâtiment qui sont suffisants pour ne pas briser et endommager ces arbres-là pour pouvoir les préserver. Fait que ça, c'est notre concept d'implantation. On a aussi pris soin de vouloir verdir, dans le fond, l'environnement. Actuellement, on est dans un environnement où on est 100% en perméabilité sur le site où il y avait l'ancien métro, c'est-à-dire que c'est seulement de l'asphalte et du béton. Puis à l'arrière, la résidence là, qui est là, qui possédait les deux arbres majestueux, qui est de ce côté-là. L'entrée charretière, dans le fond, pour l'entrée des voitures, elle se situe là, du côté gauche là, sur la rue Mainguy. Et c'est aussi l'entrée et la façade de l'immeuble, laquelle on a vraiment intégré la zone de vélo pour que les résidents puissent utiliser cette zone-là et rentrer directement par le rez-de-chaussée avec une porte accessible et facilitante, si on veut, pour les vélos. Fait que notre projet, c'est vraiment axé sur le développement durable, la mobilité active, puis on en a pris conscience et on l'a bien exprimé, si on veut, dans l'implantation du bâtiment. Je viens de parler de la zone des vélos, mais je réitère encore, là, puis on voit un petit peu des images sur la partie de droite de notre présentation. C'est qu'en fait, on va avoir des endroits pour stationner les vélos, un atelier de réparation, une zone de lavage qui va permettre aux gens de laver leur vélo, puis leur permettre d'utiliser leur vélo directement à partir du rez-de-chaussée. Fait que ça, c'est une nouveauté. On voit beaucoup ça là, en Finlande, en Norvège, en Suède, dans plusieurs pays scandinaves. Puis on peut apporter ça, qui serait une première à Québec, d'avoir une zone de vélo direct au rez-de-chaussée. On a parlé des arbres. On vous montre les deux arbres qu'on vous parlait tout à l'heure. Fait que c'est les deux arbres qui sont préservés.
qui ne seront pas coupés dans le cadre du projet. Et aussi, on va travailler à planter évidemment des nouveaux arbres, mais aussi à verdir le site le plus possible. Surtout du côté du métro, là, de l'autre côté, de l'ancien métro, évidemment, l'ancienne bâtisse, qui est encore sur le site, qui actuellement n'a pas aucun verdissement, aucun arbre ou arbuste là, qui est présent sur le site. Je vais laisser à cette portion-là, François, vous parler un petit peu du volume puis de l'architecture qu'on propose. Puis je reviendrai là peut-être pour terminer la présentation. Oui, merci Benoît. Bonjour, François de CCM2, architecte. Je suis avec Maude, ma collègue avec laquelle on a développé le projet. Moi, avant de commencer, contrairement à Benoît, j'ai pas grandi dans le secteur, mais j'élève ma famille actuellement dans le quartier, là, tout près du projet. Donc, quand Benoît et Sabrina nous ont demandé de collaborer avec eux sur ce dossier-là, j'étais très fier, j'étais très content. Donc, je vais y aller très brièvement, très simplement. En fait, on a développé un concept architectural très simple, je dirais, le plus clair possible, c'est-à-dire d'avoir deux langages en contraste. Donc, un premier là, qui est plus près du sol, qui est en briques d'argile rouge, qui reprend une transition de gabarit avec les volumes en place dans le secteur, mais aussi qui reprend toute l'échelle domestique résidentielle dans les proportions des fenêtres, dans les balcons qui sont encastrés, le rythme des façades, le morcellement des façades. Et puis, un deuxième volume qui se trouve à être les 3 niveaux supérieurs, qui lui est plus aérien, qui propose des balcons un peu plus flous, un peu plus en décalé, avec un parement plus léger, qui lui vient faire le pont avec le langage des nouveaux bâtiments en périphérie qui sont en train de s'installer, comme Benoît l'expliquait tantôt. En résumé, on a fait beaucoup d'efforts pour créer un milieu de vie. Bon, Benoît parlait des espaces vélos, des quelques espaces communs et de l'entrée principale qui seront situés au coin qu'on voit sur la perspective actuellement, là, au coin de la rue Maggie. L'idée, c'est de créer vraiment un milieu de vie que les gens vont avoir le goût de s'approprier. On a mis l'accent sur la végétalisation des cours, des accès directs du rez-de-chaussée pour des logements un peu plus grands, pour des familles, par exemple. Et puis, d'avoir une qualité de milieu de vie qui permet aux gens de s'approprier le quartier puis de participer à la vie, activement à la vie de quartier. Donc, voilà, c'est à peu près ça les grandes lignes. Benoît, est-ce que j'oublie quelque chose? Maude? Ah, donc, on voit l'autre perspective qui est très intéressante, elle aussi, avec le volume de maçonnerie qui vient marquer le coin, et puis les volumes plus pâles, qui est plus discret, qui est en retrait par rapport au corps principal, qui vient contribuer à encadrer la perspective sur rue, et puis à créer un parcours piéton animé au niveau de la rue. Merci, François. J'ajouterais en fait là, que ce qui était aussi important pour nous dans le concept qu'on vous présente ce soir, c'est d'animer aussi, bien, que François l'a dit, là, mais d'animer le quartier. Puis on a une expérience de réaliser actuellement dans le quartier Limoilou où on a créé des maisons de ville au rez-de-chaussée. C'est toujours l'objectif de le faire dans le fond sur ce concept-là. Puis ça apporte beaucoup de vie dans le fond sur rue. Dans le fond, d'avoir des maisons de ville avec des familles. À Limoilou, on a une réalisation qui est super intéressante. C'est que les gens ils utilisent leur façade de bâtiment pour créer de la vie puis partager un petit peu l'environnement urbain. Alors, c'est le même langage, là, dans le fond, qu'on reprend ici là, à Sainte-Foy, là, qui est quelque chose qui n'existe pas là, dans le secteur actuellement. Okay. Alors, ce qu'on vous présente ce soir, je fais juste un résumé un petit peu là, des points qu'on trouve qui sont positifs là, au projet. Évidemment, on a une préservation des arbres existants, puis on travaille très fort sur la végétalisation du site.
ce qui n'est pas le cas, surtout du côté de Mainguy. On a une proximité exceptionnelle de tous les transports en commun du réseau de la ville actuellement pour favoriser cet élément-là. On a une belle intégration aussi architecturale au niveau de la brique, de ce qu'on a mis en place au niveau des volumes. On met de l'avant, évidemment, une offre d'habitation pour les familles puis de la mobilité active. Il y a des écoles dans les alentours, il y a des parcs, il y a tous les services, épiceries, restauration, etc. Fait que c'est intéressant d'offrir quelque chose que les familles puis la mobilité vont être mis de l'avant dans notre projet. Et évidemment, le point le plus important, c'est qu'on répond à la demande de logements abordables. Puis quand on parle de logements abordables, ce sont les critères qui sont établis par la SCHL. On va offrir plus de 10% de nos appartements, dans le fond, qui vont être au seuil d'abordabilité. Puis c'est un élément qui est super important qu'on va amener dans le quartier, ce qu'il n'y a pas actuellement là, dans le secteur de la rue de l'Église. Alors, ça complète notre présentation du concept qu'on veut offrir pour le projet Le Saint-Denis. On vous remercie beaucoup de votre participation. C'est très apprécié. Je pense que c'est important de bien s'intégrer au quartier puis de vous écouter. Alors, on demeure disponible puis on a hâte de vous entendre. Merci beaucoup, messieurs Raymond et messieurs Robitaille. Alors, je vais interpeller Marie-Claude Bergeron qu'on puisse se présenter là, les modifications réglementaires qui seraient requises si le projet allait de l'avant tel que présenté. Oui, alors bonsoir à tous. Si vous pouviez arrêter le partage, je vais partager à mon tour. Vous devriez voir la présentation. Oui, c'est parfait, Marie-Claude. On voit très Excellent. bien. Donc, merci beaucoup d'être présent ce soir. Je vais d'abord commencer par rappeler l'objectif de l'activité. C'est important pour nous là, de bien vous faire comprendre qu'on est en amont d'une modification à la réglementation. Donc, vous avez eu la présentation là, du projet concept. Suivra par la suite une présentation du contexte réglementaire. Par la suite, nous pourrons plonger là, vraiment au cœur de l'activité de ce soir, qui sont les échanges en sous-groupe, parce qu'on est tous ici ce soir pour vous écouter, entendre vos commentaires et vos propositions de bonification pour le projet. Donc, après l'atelier d'échange de ce soir, nous allons compiler là, tous les commentaires et suggestions qui seront faits. Nous allons analyser le tout et par la suite, le promoteur pourra ajuster le projet aux besoins. Par la suite, s'il le souhaite, il pourra enregistrer, déposer une demande de modification réglementaire. Par la suite, dans le cadre du processus de modification, nous reviendrons consulter la population par une consultation publique et une demande d'opinion au conseil de quartier. Je vais passer rapidement parce que je pense que vous avez bien vu la présentation du promoteur qui localisait le projet. On est dans le quartier Saint-Louis, au sud là, de Cap-Bourgeois et à l'est de la route de l'Église. Il y a bon, des services à proximité, ils l'ont mentionné également, une bonne desserte en transport en commun. Un bref rappel des éléments là, marquant du projet. Il nous propose environ 79 logements et 50 cases de stationnement et plusieurs espaces vélos, très intéressant. Par la suite, en termes de volumétrie, il est proposé un 8 étages et 24 mètres de hauteur. Maintenant, le contexte réglementaire.
Vous voyez, le site est identifié ici par la petite étoile rouge. On est dans la zone qui s'appelle 33233 HB. Elle est en bleu ici. Donc, c'est la zone du règlement d'urbanisme de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. On est également situé dans le programme particulier d'urbanisme du plateau-centre de Sainte-Foy, qu'on appelle un PPU. Donc, ça correspond à l'aire d'affectation RSD3. Pour réaliser le projet qui vous a été présenté ce soir, donc des modifications à la réglementation seraient nécessaires. Il y a quatre éléments: augmentation du nombre de logements par bâtiment, augmentation de la hauteur maximale autorisée, une diminution du nombre minimal de cases de stationnement, ainsi qu'une diminution de la distance minimale de la construction souterraine. Dans ce cas-ci, c'est le stationnement souterrain qui serait plus rapproché de la ligne avant de l'eau. Je vais vous présenter là, la réglementation applicable aujourd'hui. Donc, en termes d'usage, on permet R1 parc, donc les parcs sont autorisés dans toutes les zones, et l'habitation. Pour un bâtiment isolé, on exige un minimum de 8 logements et un maximum de 16. Pour un bâtiment jumelé, c'est de 4 à 8 logements et pour un bâtiment rangé, de 2 à 4 logements. En termes de hauteur, il est exigé un minimum de 3 étages et un maximum de 4. Et en termes de mètres, on limite à 16 mètres. Pour le stationnement, il est exigé de fournir un minimum de 0,75 cases par logement. Et pour une construction souterraine, dans ce cas-ci, un stationnement souterrain, la réglementation exige d'être distant d'au moins 3 mètres d'une ligne avant de l'eau. D'autres éléments seront à considérer lors de l'analyse, soit la protection des arbres, la conservation des arbres matures d'intérêt sur ce site est visée. On l'a vu tout à l'heure, deux grands arbres matures seraient conservés et des mesures de protection seraient à mettre en place là, par le promoteur pour les préserver. Il y a aussi la plantation d'arbres qui est prévue sur le site pour bonifier la végétation. Un autre élément qui serait à considérer là, lors de l'analyse est la circulation. Présentement, déjà, il y a des enjeux de circulation qui ont été identifiés dans le secteur. Le service du transport et de la mobilité intelligente nous accompagne là, dans tous les projets dont celui-ci et apporte son soutien à la planification du quartier pour assurer des déplacements sécuritaires pour l'ensemble des usagers. En résumé, pour réaliser un projet tel qui vous a été présenté ce soir, les modifications qui seraient nécessaires seraient d'augmenter le nombre de logements à environ 79, alors que la réglementation limite à 16 logements présentement. En termes de hauteur, il serait nécessaire d'autoriser 8 étages et 24 mètres plutôt que le 4 étages et 16 mètres actuellement autorisés. En termes de cases de stationnement, il est demandé de fournir 0,6 cases de stationnement par logement, alors qu'il est exigé 0,75 cases par logement. Et finalement, il est demandé de construire un stationnement souterrain à 0 mètre de la ligne avant de l'eau plutôt qu'un recul de 3 mètres. Ça complète pour la partie réglementaire.
Ben, merci Marc-Claude pour la présentation. Donc, vous avez eu la présentation du projet, puis la présentation des modifications réglementaires qui seraient requises si le projet allait de l'avant tel que présenté ce soir. Donc, je vais ouvrir une relativement courte période de questions, là. Je vais accepter les questions qui sont des questions plutôt d'éclaircissement là, pour être certaine que tout le monde a bien compris, que tout était clair avant qu'on passe en atelier d'échange. Marc-Claude, pourrais-tu, s'il te plaît, arrêter le partage d'écran? Comme ça, je vais pouvoir voir tout le Oui, monde je et tout le monde cherche pourra te ma voir. petite. Ah, voilà. C'est fait, merci. Donc, avant d'aller plus loin, là, j'ai reçu une question par messagerie privée, là, puis je pense qu'elle est d'intérêt pour tous et toutes, donc je vais vous l'adresser. Là. La personne veut savoir comment on calcule la hauteur. Est-ce que c'est 8 étages ou c'est le rez-de-chaussée plus 8 étages? Oui, je peux répondre. Donc, le nombre d'étages comprend tout, là, le rez-de-chaussée et les étages subséquents. Parfait. Merci. Alors, les personnes qui ont des questions, vous pouvez lever la main là, avec l'outil, le petit petite fonction réaction en bas. Comme ça, je vais les prendre. On va se garder un 10 minutes. Puis, je vais prendre seulement une question par personne pour commencer. Prioriser les questions aussi d'éclaircissement. Si vous avez des préoccupations, ça, c'est plus pour la portion atelier d'échange. Donc, Madame Romina, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser une question. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Ma question est simple. Les changements au PPU, dans le fond, est-ce qu'ils s'appliquent seulement pour le lot dont on discute ou ce serait pour tout le zonage de Saint-Denis? C'est ma question. Est-ce que c'est juste pour le lot en particulier qu'on est en train de discuter ou si on fait le changement du PPU, bien, ça s'appliquerait à ce moment-là à tous les secteurs là, où le lot il se trouve? En fait, on Je ne n'est sais pas pas si je me fais. Oui, je comprends très bien la question. En fait, on n'est pas en contexte de modification réglementaire pour l'instant. Là, le promoteur nous demande une modification pour son site, son projet. Il y aura une réflexion à faire là, sur comment, par la suite, si jamais on va de l'avant avec une modification réglementaire, comment ça pourrait se traduire. Parfait. Merci, Marc-Claude, pour la réponse. Alors, tout de suite après, Jean-François Boudreau pour une question. OK, là, vous m'entendez, c'est ça? Oui, maintenant on OK, vous entend. c'est bon. Bon, ben, ma question, ben, j'en avais deux. Donc, je vais commencer par la première. Les marges prévues, bon, là, je vois que sur la façade, c'est-à-dire que sur la rue Mainguy, il y en aurait plus, c'est ça, là, ça serait 0 selon le projet. Et les marges sur les côtés, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la largeur des marges? Et aussi, particulièrement, comme ça couvre 3 côtés, je suppose que ces marges-là vont éventuellement inclure un trottoir ou non. Parce que présentement, on voit que sur Mainguy, particulièrement au nord, il n'y a pas encore de trottoir. Puis on voit bien qu'il va falloir certainement ajouter des trottoirs. Donc, ça enlève un peu d'espace vert. Donc, je voudrais avoir des précisions là-dessus. Sur la marge, est-ce que Marc-Claude, c'est toi qui vas prendre la question pour la marge dans le promoteur? Tu pourrais répondre sur ce qui est prévu. Moi, je peux peut-être juste mentionner le zonage, qu'est-ce qu'il prévoit par la suite. Peut-être le promoteur pourra compléter en mentionnant qu'est-ce que lui prévoit pour son projet. Alors, à la grille, présentement, la marge, quand on est face à une rue, là, on appelle ça une marge avant, elle est de 6 mètres. Parfait. Donc, peut-être Oui. M. Benoît Raymond sur ce qui est Oui, prévu. je vais répondre à monsieur. Merci pour votre question. En fait, les marges, c'est seulement les marges souterraines qui sont à 0, mais les marges au niveau de la rue sont à 6 mètres. OK. Parfait. Dans le fond, il y a 6 mètres de verdissement, mais c'est la marge, ce qu'on demande, dans le fond, comme modification, c'est seulement sur la partie souterraine. OK, je comprends. Donc, mais le 6 mètres, c'est pas nécessairement du verdissement. Si on ajoute un trottoir, mettons, qui prend, je ne sais pas combien, là, en tout cas un certain nombre de mètres, le verdissement se trouve réduit
d'autant, c'est ça? Oui, mais nous, on ne demande pas. En fait, si la ville veut mettre un trottoir, c'est la ville qui prendra cette décision-là. Ce n'est pas nous qui va mettre un trottoir. En OK. complément de réponse, je vais laisser Guillaume Rel là, répondre sur la question du trottoir, puis ensuite je vais passer à la question d'une autre personne là, parce que vous avez eu OK. votre tour. OK. Bonjour, Merci, M. je ferme mon Boudreau. micro. Pour ce qui est des trottoirs, les trottoirs, là, ils font 1,75 mètres de large. C'est les standards à la ville. Puis si on est là en analyse, puis on pourra évaluer les nécessités d'ajouter des trottoirs sur les rues en fonction du développement, là. Puis Parfait. on décidera aussi en fonction de ces analyses-là si le trottoir doit être dans l'emprise, dans la rue, en format hybride, en partie dans la rue, en partie dans l'emprise. C'est les analyses qui sont à faire, là. Parfait. Et je Merci de la peux précision, Guillaume. Alors, je vais y compléter aller. la réponse. Il n'y a pas de réduction de la largeur au niveau du trottoir parce que le trottoir se trouve dans l'emprise de la rue. Donc, le trottoir, s'il y en a un, il va occuper 5 pieds de large, mais il y a un autre 2 mètres là, avant la ligne de l'eau. Donc, à partir de ce moment-là, le 6 mètres est calculé de la ligne de l'eau à la face du bâtiment. Fait qu'au total, le verdissement, si on exclut le trottoir par rapport à la rue, il devrait faire approximativement 8 mètres. OK. Merci de la précision. Alors, je vois qu'il y a 4 mains levées. Je vous sensibilise au fait qu'on est tous et toutes ici. En tout cas, le gros morceau de la soirée, c'est l'atelier après pour entendre vos préoccupations. Alors, je vais passer les questions des 4 personnes qui ont la main levée. Ce sera les dernières questions. Pour les personnes qui ont la main levée, je vous invite à poser une seule question, s'il vous plaît, là, pour qu'on puisse laisser la chance à tout le monde qui a la main levée là, d'avoir le temps de finir de poser sa question et d'avoir sa réponse. Donc, M. Claude Turgeon, vous pouvez y aller. Oui, bonsoir. Ma question est simple. Quel est le montant de ce qu'on appelle des logements abordables qui représenteront 7,9 logements sur 79? Alors, pour ce qui est du calcul de la SCHL, je pense, monsieur le promoteur, là, quel montant ça fait? C'est 1057 par mois pour une chambre. Parfait. Merci. Alors, prochaine question. Monsieur Desrochers, Rénal Desrochers, vous pouvez y aller avec votre question. Oh, je vous invite à ouvrir votre micro parce que. Oui, vous devez m'entendre, là. Là, maintenant, oui. Bon, ma question pour M. Weiser. M. Weiser a dit qu'il trouvait que le projet était assez intéressant pour être présenté. Alors, j'aimerais savoir quels sont les critères que M. Weiser a pour pouvoir présenter un projet puis en refuser. La deuxième question pour M. Weiser est la suivante. A-t-il pensé mettre un parc urbain au lieu d'un 8 étages à cet endroit-là? Je vais peut-être détourner votre question vers Sadhana Oui, pour les oui, critères. je peux répondre. Donc, déjà, juste pour préciser, à ce moment-ci, là, je répète, là, mais le projet qui est présenté, c'est conceptuel, puis rien n'était accepté. On présente un projet en soi pour obtenir les commentaires des citoyens de manière à pouvoir prendre une décision éclairée par rapport à ce projet-là. C'est sûr que la ville se doit de rester agile là, quand elle a des propositions, notamment quand il y a des opportunités de développement qui peuvent servir de levier de développement économique pour des quartiers. Donc, aujourd'hui, le projet, on estime qu'il mérite d'être présenté parce que notamment, c'est un site qui est actuellement vacant. Puis le projet de promoteur permettrait là, de mettre en valeur ce site-là. Ça ne signifie pas non plus que le projet va nécessairement aller de l'avant tel quel. Parfait. Alors, je vais passer à la. Et ma deuxième question. Oui, allez-y avec votre deuxième question. J'ai besoin qu'on me la répète. La deuxième question, c'était est-ce que M. Weiser a pensé mettre un parc à cet endroit-là au lieu d'un 8 étages? Monsieur Weiser, est-ce que vous voulez répondre? Oui, en fait aussi, j'aurais pu répondre à la première question, mais merci beaucoup, Saldana, pour la réponse. Effectivement, parce que je l'ai dit en conseil de quartier, quand on s'est fait poser la question, pourquoi est-ce qu'on présente même un projet qui est hors PPU, etc. Bien, la simple bonne raison, c'est que c'était un projet qu'on a vu, qu'on trouvait qui serait intéressant de vous présenter pour entendre vos commentaires là-dessus.
Et aussi, sincèrement, on est en pénurie de logements, en crise de logements même, il faut se le dire, avec 1,6 ou 1,7 de taux d'inoccupation présentement dans la région. Bon, alors, c'est pour ça qu'on pensait que c'était intéressant quand même de le présenter pour entendre les commentaires. Mais il n'y a aucune décision de prise du tout. Alors, Puis pour revenir à l'autre, non, au parc, moi, je ne suis pas urbaniste, ce n'est pas moi qui décide ce qui va se passer au niveau du développement de la ville. Il y a parfois des idées de nos équipes à la ville même, de citoyens, de promoteurs. Alors voilà, donc non, je n'avais pas pensé à ça du tout pour répondre à votre question. ben, merci du complément de réponse, de la précision. Alors, comme je l'avais annoncé, là, Clément Letourneau et Luce Pelletier seront les dernières personnes à avoir une question. Donc, Monsieur Albicetti, dans votre sous-groupe, là, vous aurez peut-être l'occasion d'en rediscuter ou de le présenter comme préoccupation. Monsieur Letourneau, vous pouvez y aller avec votre question. Bonjour à tous. Il va y avoir 8 mètres du côté de la rue Prévost, mais du côté des blocs, il va y avoir combien de distance entre la clôture? Parce que moi, je suis un propriétaire à côté, je suis le premier sur le bord. Fait que, à côté du beau gros arbre que vous allez rester. Fait que je voulais savoir combien la distance. Là. Oui, une question pour le promoteur. OK. Là, vous me parlez sur la rue Pouliot? La marge arrière. Oui. La marge arrière. Et la marge latérale? La marge latérale est de 5 mètres. 5 mètres. Puis de mon côté, est-ce que la possibilité, je veux savoir, on ne l'a pas répondu tantôt, est-ce qu'il va y avoir des patios de mon côté aussi? Ou c'est tout en avant puis du côté de Prévost? Les maisons de ville sont sur Prévost, principalement, puis sur Pouliot. OK. Fait qu'il n'y aura pas d'accès avec le monde, ça va juste être des fenêtres. Là. Oui, bien, des fenêtres, il y a des balcons aussi, évidemment. Ah, il y a des patios aussi de ce côté-là. OK, c'est ça? Oui. C'est ça ma question. S'il va y avoir des patios de mon côté aussi. Okay. Oh, il y a des balcons tout le tour du bâtiment. Okay. Sauf que de votre côté, le bâtiment, dans le fond, il n'y a pas 8 étages, il y a 5 étages. Oui, mais moi, c'est un tout pareil. Moi, je considère que c'est un 8, là, même si ça dégrade en descendant. Là, Ouais, mais... Si vous avez un commentaire à émettre sur la présence de balcon ou les hauteurs, je vous invite à le garder pour l'atelier d'échange. On pourra en reparler tout à l'heure quand on sera divisé en sous-groupes. Je vais laisser Mme Luce Pelletier poser sa question également. Puis après, on va... Ça va être une petite visite, vous allez voir. C'est pas très long. À vrai dire, moi, depuis le début, j'ai à cœur de garder nos 2 beaux gros chênes rouges qui vont être gardés et j'en suis bien contente. Je voulais savoir, parce que tout à l'heure, il disait qu'il y avait le promoteur devait prendre des mesures de protection pour les 2 chênes à protéger, à conserver. Alors, c'est quoi les mesures de protection? C'est quand ils vont creuser puis qu'ils vont construire le bâtiment. Moi, je le sais, quand ils ont démoli la maison, il y a un camion qui a arraché une branche du plus gros des 2 arbres, sans vergogne. Est-ce qu'on va faire mourir les racines pour faire mourir l'arbre après? Parce que c'est ça qui arrive souvent dans les constructions. Alors, je voulais savoir comment ils protègent ces arbres-là durant la construction. Après, ben, j'imagine s'ils réussissent à survivre, j'espère qu'ils vont survivre. Là. Je voulais savoir c'est quoi les mesures de protection pour ces 2 beaux gros arbres-là. Alors, M. Raymond, avez-vous une réponse là, à offrir à Mme Pelletier? Oui, merci Mme Pelletier de votre question. Effectivement, on a travaillé fort dans nos anciens projets, puis vous pouvez aller voir d'ailleurs par vous-même sur le projet du Jack à Limoilou. On a préservé 7 chaînes, dans le fond, sur le site. Puis les mesures, je vais vous les expliquer, sont assez simples. C'est qu'il n'y a pas d'excavation à 3 mètres du tronc. Donc, on préserve le 3 mètres, le périmètre, puis on préserve aussi la canopée, c'est-à-dire que dans le rayon de canopée, il y a une protection physique autour de l'arbre pour s'assurer, exemple, que de la machinerie lourde ne va pas. Il y a une deuxième méthode de protection, c'est-à-dire qu'on entoure l'arbre avec du bois d'œuvre, là, dans le fond, puis c'est ce qu'on avait fait là, sur nos anciens projets, justement pour s'assurer que les arbres ont été bien protégés pendant la période de construction. Fait que c'est toutes des mesures. Puis d'ailleurs, là-dessus, j'insiste, le département de foresterie de la Ville de Québec, avec qui on travaille en étroite collaboration sur tous nos chantiers, là, ils viennent s'assurer que justement, on respecte, dans le fond, les normes qui ont été établies par les gens qui sont des ingénieurs forestiers. C'est pas nous qui avons déterminé les normes, en fait, là, de protection. D'accord.
Oui. Merci. Alors, parfait. Alors, on va aller à l'atelier d'échange. Oui, vous pourrez ouvrir votre caméra pour cette portion-là. Donc, petite consigne pour l'atelier d'échange, je vais vous séparer en sous-groupes. Donc, vous allez avoir un petit pop-up là, qui va vous apparaître pour vous catapulter dans une salle ou une autre. Vous pouvez accepter, donc cliquer sur oui ou sur OK ou sur accepter, là, tout dépendant de votre version de Zoom. Donc, c'est sécuritaire. Vous pouvez dire oui et vous allez vous retrouver dans une salle avec moi ou avec Alexandra. Les gens qui sont avec moi, je vais vous inviter à peut-être patienter une minute ou deux, là, le temps que je replace tout le monde, puis ensuite, je vais aller vous rejoindre. Donc, la première chose qu'on va faire en arrivant dans le sous-groupe, ça va être de se déterminer une personne qui va accepter d'être porte-parole, c'est-à-dire qui va accepter de ramener après à tout le monde les faits saillants de la discussion qui aura eu lieu en sous-groupe. On a entre 30 et 40 minutes là, pour discuter, tout dépendant de la... C'était qui votre personne là, qui était porte-parole? Porte-parole, elle va se battre pour nous. Oui, excuse-moi. J'étais en train de vérifier là, si tout le monde était revenu. Mais oui, ça serait moi là, qui rapporterait les paroles pour le groupe. Parfait. Donc, Alexandra, est-ce que tu voudrais nous partager les faits saillants là, de votre atelier d'échange? Alors, j'espère que je vais être en mesure là, de bien résumer. Je pense que, premièrement, il y a des craintes assez importantes là, au niveau de venir modifier le PPU, notamment là, beaucoup d'inquiétudes, d'inconfort important là, par rapport au gabarit qui est proposé, donc le 8 étages. Également, les citoyens notent certaines contradictions parce que, dans le fond, on parle de faire un milieu familial, mais il y a beaucoup d'unités qui sont avec une seule chambre. Donc, ça ne correspondrait pas aux besoins d'une famille. Aussi, la notion d'abordabilité de ces logements-là. Il y a des craintes aussi assez importantes là, sur la pression sur le stationnement que ça pourrait engendrer en raison là, du nombre de cases de stationnement qui sont proposées pour le projet. Puis on avait même là, un propriétaire d'un commerce du secteur là, qui nous faisait part là, de pression sur son stationnement sur la route de l'église. Donc, ça serait des choses à prendre en compte. Il y avait beaucoup de craintes aussi là, par rapport, ça peut être intéressant, là, peut-être monsieur au promoteur, là, s'il voudrait représenter la slide là, sur la question de l'ensoleillement, parce qu'il y avait des craintes en fait que la perte d'ensoleillement là, serait plus importante que ce qui a été présenté. Puis aussi, bien évidemment, là, la pression que ça pourrait amener ce projet-là sur la circulation sur rue qui est toujours plus importante dans ce secteur-là. Et enfin, c'est ça, je pense que les gens, je repars l'enregistrement, les gens ne sont pas contre qu'il se développe quelque chose. Ça fait un moment qu'il y a un édifice abandonné à cet endroit-là. Par contre, ils souhaiteraient là, un projet qui serait plus à l'image du quartier, donc plus quelque chose de familial. Il n'y avait pas dans ce qui est ressorti, les gens n'étaient pas contre là, des maisons de ville. Ça peut être un projet de logement, mais donc des logements avec plus de pièces et puis éventuellement aussi là, prévoir des espaces verts là, pour les enfants, comme une cour arrière. Donc, développer vraiment un caractère familial. Puis aussi, en prévision là, d'accueillir un projet résidentiel à cet endroit-là, évidemment, prévoir l'ajout d'un trottoir. Voilà. J'espère que ça a fait le tour pour mon groupe. Oui, plusieurs éléments, en tout cas, ont été discutés dans votre sous-groupe. Est-ce que quelqu'un dans le sous-groupe voudrait compléter si quelque chose manque? Basiquement, si je me permets, Oui. Graciano Rogerio, nous, on se disait dans les groupes que les promoteurs connaissaient ce quoi qui était approuvé dans le secteur, c'est maximum 4 étages. Et nous, on tient qu'ils respectent cette réglementation, c'est 4 étages maximum. Et
pour la quantité de parking aussi, ce que c'est important de connaître, c'est qu'on parle de famille. Quand on parle de famille, normalement, les monts, c'est des professionnels pour les prix qui sera pour les appartements. Donc, ça signifie que quand on parle de famille, minimum, il va y avoir 2 voitures par famille. Ça nous fait un total de plus de 150 voitures. Et il va y avoir que 59 espaces de stationnement. Donc, ça là, ça va venir pousser beaucoup de monde à se parquer dans la rue. Et là, on le vit déjà avec les condos qui sont construits autour. On le vit déjà tous les jours. La rue Pouliot est pleine de voitures. Tous les jours. Donc, Oui, on va les vivre pire. Mais je pense que c'est des éléments que Alexandra a déjà présentés, mais merci d'insister là-dessus. Là. Ça montre que c'est une préoccupation importante. De notre côté, c'était Luce Pelletier là, qui s'est gracieusement offerte avec un petit tordage de bras pour, pour vous présenter là, les faits saillants de notre sous-groupe à nous. Donc, Madame Pelletier, là, je vous laisserai présenter là, les grandes lignes de ce qui a été discuté dans notre sous-groupe. En fait, on va répéter presque ce qui a été dit tout à l'heure parce que je pense qu'on a tous parlé de la même chose pratiquement, c'est-à-dire de la grosseur de l'édifice, du respect du PPU du quartier, de la circulation des voitures, des cases de stationnement, trop de voitures, l'aspect familial, l'aspect loyer abordable qui est un peu étrange dans tout ça, que ça serait mieux que ça soit donc à 4 étages, qu'on respecte vraiment le PPU, la fiche de zonage. Pas ça, mais il y a des gens qui ont émis des craintes par rapport, si on commence par faire changer le zonage pour cette partie-là, ça va être quoi? On va continuer à gangréner, là, dans le fond, le quartier tranquillement pas vite. Ça va aller vers quoi? Ça fait qu'on commence par une modification, puis on s'en va vers quoi après? Donc, le respect du PPU du quartier est revenu à plusieurs reprises, de rester dans la construction qui est à la dimension humaine, donc pas de 8 étages, on n'en veut pas. Là, c'est vraiment, c'est assez généralisé comme opinion, de garder l'esprit du quartier, le côté famille, le côté logement abordable, mais des vrais logements abordables, pas des logements abordables pour du monde qui ont déjà 2 salaires qui rentrent, là. L'ensoleillement aussi, la végétation. Alors, si c'est des constructions à 4 étages, ben, pour les familles, d'avoir une partie qui reste en espace vert pour que les enfants puissent au moins jouer dehors, pas nécessairement sur le coin du balcon tout le temps. Donc, c'est pas mal ça. C'est la circulation, les autos, la grosseur du bâtiment, le respect de la fiche de zonage et le prix, évidemment. Alors, tant qu'il y a un côté positif, on a été quelques-uns à dire que le design était quand même beau, comparé à bien d'autres. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dit, comparé à bien d'autres qui sont construits dans les tours à condos qui sont construites dans le coin. Il y avait un début de respect de verdure pour regarder les 2 gros arbres auxquels je tiens beaucoup, mais d'autres en ont parlé aussi. Alors, c'est un beau projet, mais il serait mieux ailleurs. Ça résume pas mal ça. Puis, bon, il y avait l'idée pour les vélos aussi, ça c'est un bel aspect là, bien intéressant. Alors, voilà, je pense qu'on ne peut pas rajouter beaucoup d'autres choses. Ça, d'une équipe à l'autre, je pense que ça se ressemble beaucoup. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ouais, s'il y a des éléments qui n'ont pas été mentionnés, là, et non pas pour faire du pouce sur ce qui a été dit, s'il vous plaît, s'il y a des éléments que Mme Pelletier aurait oubliés, quelqu'un du sous-groupe peut venir compléter. Moi, de mon côté, ça me semblait complet là, avec ce que j'ai entendu. Là, puis pour la question, on avait quand même cherché des points forts, puis la question du design était ressortie comme étant un point fort, la question des vélos aussi. Là, c'était pas juste vous, Mme Pelletier, avec quelques personnes dans le groupe qui avaient mentionné ça. Donc, je pense que ça faisait le tour. Là. On n'avait que 2 sous-groupes. Alors maintenant, la suite des choses, c'est évidemment, là, vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement ou en tout cas mentionner aux personnes qui n'ont pas pu être là s'ils veulent l'écouter, va être sur la page. Vous allez pouvoir aussi consulter le rapport. Là, on va rentrer dans une phase d'analyse où tout ce qui a été mentionné ce soir là, va être analysé. Puis, une des 3 issues que j'ai mentionnées au début de la rencontre arrivera. Donc, soit que le projet va de l'avant tel quel, sans modification,
le projet va de l'avant avec des modifications qui sont apportées suite à certains commentaires qui auront été entendus ce soir, ou la troisième issue, le projet ne va pas de l'avant. Donc, ces trois choses-là peuvent survenir. Ça va être dans les mains de la ville, des élus, des professionnels. Puis, vous allez être tenu au courant en temps et lieu. Voilà, c'est ce qui ferait le tour. La main qui est levée, est-ce que c'est pour une précision, une question? Oui, allez-y. Oui, c'est pour une question parce que j'ai du mal à comprendre ce que vous venez de dire là, sur les trois issues possibles, où on dit le projet, la première possibilité, le projet continue sans modification. Il y aura n'importe comment besoin d'une modification au PPU, ou enfin, en tout cas, les modifications réglementaires. Oui, je comprends la question que vous posez. En fait, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, un projet vous a été présenté par le promoteur, sa version, son concept, puis la ville vous a présenté les modifications réglementaires qui seraient requises si le projet allait de l'avant comme ça. Dans les trois issues que j'ai nommées, ce que je veux dire, en fait, c'est que ce qui peut arriver, c'est que le même projet qui vous a été présenté, là, ce même projet-là continue son cheminement sans être modifié, lui, le projet. La deuxième option, c'est que le projet, il y ait des modifications qui soient apportées par le promoteur à son projet de toutes sortes de nature, qu'on se retrouve avec des modifications réglementaires peut-être différentes. Puis la troisième option, c'est que le projet ne poursuit pas son chemin. Fait que, c'est vraiment, là, quand je parle des trois issues, je parle des modifications par rapport au projet. Est-ce que le projet va continuer tel quel, comme il vous a été présenté ce soir? Est-ce qu'il va avoir une version différente ou est-ce qu'il n'aura pas de version du tout? Ça, c'est les trois choses qui peuvent se passer suite à l'atelier d'échange. Mais donc, s'il va de l'avant sans modification, il y aura quand même une modification réglementaire pour vous serez consulté en consultation publique sur ces aspects-là. Quel pouvoir on a? Parce que manifestement, là, en tout cas, moi, j'ai l'impression que dans notre sous-groupe, ce n'était pas majoritairement contre, c'était unanimement contre. Et que j'ai l'impression que, et de ce que j'ai entendu de ce que disait Mme Pelletier, ça avait l'air un peu pareil de l'autre bord. Fait que c'est là où j'ai du mal à comprendre, c'est que si ça continue comme ça, là, puis OK, une modification réglementaire, mettons, ça passe comme une lettre à la poste, et puis on se retrouve avec un projet que personne dans le quartier n'a voulu. En fait, je vous présente ces trois avenues-là parce que c'est toujours ça. En atelier d'échange, on présente toujours ça parce qu'il y arrive dans certains ateliers d'échange où peut-être les choses sont très bien reçues, qu'il n'ait aucune modification au projet initial qui est présenté. En tant que conseillère en consultation publique, je dois présenter tout ce qu'il est possible d'arriver suite à une activité comme celle d'aujourd'hui. Donc, ces trois possibilités-là existent suite aux ateliers d'échange. Ceci dit, en ce moment, il n'y a rien qui est attaché, il n'y a rien qui est final. Le projet n'est pas attaché, pas autorisé, il n'est pas en modification réglementaire. Donc, c'est pour ça qu'on discute avec vous aujourd'hui. On y porte attention, on a pris vos commentaires, vos préoccupations, mais moi, par souci d'honnêteté, il faut que je présente les trois choses qui peuvent arriver parce que c'est comme ça que ça se passe. Là. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer, là, mais c'est des possibilités. Les trois possibilités existent, puis je vous les soumets parce que peut-être que vous aurez d'autres ateliers d'échange dans votre secteur, puis c'est des choses qui peuvent arriver, puis il faut le savoir. Donc, il n'y a aucune promesse, il n'y a aucune annonce dans ce que je vous dis. Je vous présente à la suite d'un atelier d'échange ce qui peut arriver ou ce qui peut se passer. Je ne sais pas si c'est plus clair mon explication, là, mais les modifications dont je parle, c'est le projet qui pourrait changer ou pas. Alors là, est-ce que c'est des questions sur le processus des choses, les prochaines étapes, Nathalie? En fait, moi, j'aurais aimé connaître c'est quoi les critères qui font en sorte que le projet, vous avez parlé de trois options, trois possibilités. J'aurais aimé savoir c'est quoi les critères qui font en sorte qu'un projet passe de une à l'autre de ces options-là. Ça rejoint un petit peu ce que le monsieur avant disait. C'est quoi, bon, de ce que je comprends, moi, il n'y a pas grand monde qui en veut de ce projet-là. Ça a quel poids, ça, en fin de compte? Est-ce que, tu sais, la ville dit, ben écoutez, on a besoin de densifier, on a besoin de logements,
le projet est le fun, peu importe ce que pensent les gens. Jusqu'à quel point, à quoi ça sert vraiment de faire la consultation? Je veux pas être de mauvaise foi, mais bon, une consultation pour avoir l'air de demander l'avis, mais de pas s'en occuper, ça s'est déjà vu. J'aurais pas inventé ça. Je veux pas être défaitiste non plus dans mon truc, mais c'est pour ça que j'aimerais bien connaître les critères Oui, d'acceptation de cette j'entends, chose. moi j'entends que vous avez besoin, tout le monde ici ce soir, d'être entendu, puis d'être écouté, d'avoir vos commentaires pris en considération. Sachez que si on voulait ne pas en tenir compte, on ne ferait pas d'atelier d'échange. L'atelier d'échange il est prévu dans notre politique de participation publique justement pour permettre à un projet de passer à travers un certain entonnoir qui est la participation publique. Ceci dit, à partir de maintenant, le projet va être évalué. Il y a plusieurs, il y a des divers critères qui sont les besoins auxquels le projet répond. La ville a des orientations, la ville a des visions, différents aspects là, qui prennent en compte, mais je ne pourrais pas vous lister 4 critères pour la suite des choses, là. Marie-Claude Bergeron vous a présenté tout à l'heure là, le cheminement du projet d'aujourd'hui. Puis pour la suite, il y a l'atelier d'échange. Ensuite, il y a des ajustements au projet qui sont faits si c'est requis. Puis là, le projet va aller, il va y avoir un projet de modification réglementaire qui pourrait être déposé. Puis là, on se retrouvera en consultation publique avec un avis du conseil de quartier, puis une consultation écrite potentiellement par la suite pour émettre des commentaires. Fait il reste quand même du chemin à parcourir là, avant d'arriver en consultation publique. Je ne sais pas s'il y a un collègue qui voulait compléter là, sur les critères d'évaluation pour déterminer ce qui se passe avec un projet. Sinon, on considère que ma réponse, oui, il y aura une analyse administrative qui va être faite pour faire des recommandations. Donc là, habituellement, ceci est le moment où, après les partages là, de tout le monde de ce qui s'est passé en atelier d'échange, c'est le moment où on quitte habituellement. Là, je vais accepter quand même de prendre les 2 dernières questions si elles portent sur le processus. Puis après, là, je vais clore. Puis vous pourrez m'écrire là, si jamais au surplus vous avez des questions. Parce que là, on va finir très tard. Mais je veux quand même que le processus qui s'en vient soit clair. Donc, monsieur Graciano, allez-y. Moi, je pense que, si je me permets, le promoteur a déjà bien compris qu'il n'y a pas une acceptation. Le refus unanime de ce que j'ai vu de tout groupe. Donc, moi, j'aimerais qu'ils prennent en compte de cette partie. La deuxième partie, moi, j'aimerais que la ville tienne son bout de dire acceptons la réglementation comme elle était définie au moment donné, parce que sinon, on fait à chaque fois le changement de loi selon les promoteurs qui arrivent. Et là, je pense qu'on a assez, et on l'a eu dans les 2 groupes, on a déjà assez d'avoir à chaque fois changé au goût du promoteur. Je pense que ça devrait être clair pour eux. Merci beaucoup. Oui. Ben, en tout cas, en ce qui concerne le message, je pense que oui, ça a été entendu. Là, tout le monde a parlé d'une voix relativement unie. Là. Monsieur Desrochers. Oui. Voulez-vous me dire si je me trompe? S'il y a modification réglementaire, il va y avoir une consultation publique et on peut demander un référendum. Marie-Claude, je te laisserai répondre à cette question-là. Marie-Claude ou Diane Collin? En fait, on est ici ce soir là, pour entendre vos commentaires. On va prendre connaissance là, de tous les résultats. On va analyser tous ces commentaires-là. On va en discuter. Et ultimement, ce sont les autorités là, qui, à la suite de l'atelier, puis de tout ce qu'ils ont entendu, qui vont être appelés à prendre une décision. Si le promoteur décide d'enregistrer une demande de modification à la réglementation, nous, notre rôle, ça va être de l'acheminer. Puis comme je vous expliquais, on va retourner en consultation publique. Vous aurez le loisir de vous exprimer. On va demander l'opinion également du conseil de quartier à cet effet.
Mais il n'y a pas possibilité qu'on demande un référendum. Là, on est dans un... C'est pas un S'il processus y a une demande de standard. modification de réglementation, évidemment. C'est ça, on n'est pas dans un processus standard de modification juste de zonage, hein. Vous savez, on doit modifier également le PPU, qui est une annexe du plan directeur d'aménagement et de développement de la Ville de Québec. Donc, c'est pas le même processus habituel. Parfait. Donc, je vais prendre une dernière question, puis on va clore la séance si vous le voulez bien. Ben, en fait, on va clore la séance. Oui, Monsieur Boudreau. Ben non, c'est correct. Ma question a été répondue par les interventions. Eh bien, merci de votre travail, là. Merci beaucoup. Ben, merci aussi à vous, là, vous avez tous et toutes participé avec des bons arguments. Là, j'ai entendu beaucoup d'argumentation puis de réflexion. Là, c'était bien présenté. Je vous remercie d'avoir embarqué dans l'exercice, d'avoir fait ça poliment. C'est toujours mieux reçu à ce moment-là. Puis on a toujours plus de contenu aussi. Donc là, on a pas mal de contenu pour aller faire notre travail du côté de la ville. Puis avant de vous quitter, je suis désolée, M. Turgeon, je ne prendrai pas votre intervention à ce stade-ci là, parce qu'on est en clôture de rencontre. Je vais laisser là, M. Weiser peut-être faire le mot de la fin puis faire l'intervention que vous voulez faire, M. Weiser. Merci, Louise. Non, je voulais juste simplement encore vous dire merci beaucoup pour votre franchise, d'avoir partagé vos commentaires. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis nous, c'est la seule façon qu'on a pour vous entendre sur le projet. Donc, c'est vraiment apprécié. Puis pour moi, en tout cas, en tant que votre représentant, ce n'était pas du tout une perte de temps. C'était vraiment intéressant, enrichissant. Alors, ça va m'aider dans les prochaines étapes. Donc, je voulais vous remercier. Et merci à tous. Je vous Puis souhaite une merci aussi à excellente... l'équipe, à toutes les équipes de la ville, tous les employés de la ville pour être ici ce soir avec nous, avec les citoyens. Bonne soirée. Mais merci beaucoup, M. Weiser. Au revoir tout le monde. Bonsoir.